Mesdames, Messieurs, avant toute chose, je vais vous prier de bien vouloir excuser l'état lamentable de ma voix. Mais je vais faire le maximum pour que, d'abord, mes questions, Madame, Messieurs, soient les plus audibles possibles pour vous. Cette exposition est magnifique et beaucoup des artistes à qui on ne pourra pas donner la parole parce que nous n'aurions pas assez de temps, qui sont ici, soyez assurés que si à un moment donné, vous souhaitez réagir, dire un mot, commenter, prendre part à ce moment partagé que nous allons passer ensemble, vous serez les bienvenus. Vous nous faites un petit signe et n'hésitez pas, encore une fois, à dire, à commenter, à réagir à ce que vous entendrez. Cette exposition, je l'ai découverte en arrivant tout à l'heure, elle est absolument extraordinaire. Elle est absolument extraordinaire parce que c'est la relation de plus d'un demi-siècle d'un continent. Et nous allons en parler ensemble, mais le premier sentiment que j'ai eu tout à l'heure en arrivant et en regardant ces images, ces photographies, ces films, c'est l'extraordinaire capacité que vous avez eu tous à regarder. À regarder. Je vous dis ça parce que je trouve que moi je suis journaliste dans une société où je finis par me demander si nous savons encore regarder les choses, si nous savons encore les voir. Et la première chose qui m'est apparue tout à l'heure, c'est votre capacité à regarder. Et donc, cette narration de plus d'un demi-siècle que vous faites de l'histoire d'un continent est absolument extraordinaire. C'est un outil culturel, anthropologique, politique. C'est d'une richesse formidable. Voilà, ça n'est pas un préambule, c'est pour que vous sachiez comment je suis moi-même entré dans cette exposition. Il y a là au premier rang un complice de nos nuits de l'incertitude qui est Michel Cassé, que je vous présente, qui est astrophysicien. Et avec Michel Cassé, nous avons partagé beaucoup de nuits ou de soirées de l'incertitude. Et donc, mon cher Michel, si à un moment donné, toi aussi, tu souhaites réagir et commenter, et bien sûr, dans la pénombre, j'imagine aussi la présence complice de Hervé Chandès. Alors, peut-être que ce travail énorme que vous avez fait, peut-être ce serait pas mal d'essayer dans un premier temps de lui donner un paysage général. Et je vous donnerai la parole dans un instant, Freddy Casco, parce que vous avez réalisé un film super. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter Madame Claudia Andújar, qui est photographe, qui a fait un travail extrêmement intéressant. Et on parlera beaucoup avec vous, Madame, dans quelques minutes des Yanomami qu'on a souvent vus et dont on a si souvent parlé ici à la Fondation Cartier. Hervé Chandès est très attentif à la question des Yanomami. À côté de Freddy Casco se trouve Monsieur Luis Kamnitzer, qui est artiste, qui est auteur, et puis Monsieur Paolo Gasparini, qui est photographe, tous étant d'ailleurs des grandes figures en Amérique latine. Le travail de Gasparini, c'est incroyablement connu en Amérique latine et a une importance considérable. Et puis, il y a Freddy Casco. Freddy Casco, je vais commencer avec vous parce que vous êtes juriste de formation, vous êtes écrivain. C'est une autre vie, oui. Oui, mais ça fait longtemps. Oui, pensez à bien tenir le micro. Ah, d'accord. Vous êtes documentariste et vous avez réalisé un film qui sera d'ailleurs pendant cette exposition présenté dans cette même salle, qui a pour titre Revueltas. Ouais. Et vous avez accompagné, suivi 30 artistes de 8 pays d'Amérique latine. Alors, le mot road movie est un peu galvaudé parce qu'on s'en sert un peu. Mais c'est vrai que vous avez fait un parcours à travers l'Amérique latine qui est d'une richesse incroyable. La première question que j'ai envie de vous poser, vous qui les avez rencontrés et interrogés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que ces 50 ans nous disent? Et vous ont dit à vous aussi? Bon, d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas un road movie, comme vous l'avez bien remarqué, mais c'est un document. Oui. Et ça, on l'a remarqué depuis le début. Depuis le début, on savait que ce qu'on devait faire, c'était un document. Et après, l'aspect cinématographique et tout ça, si c'était réussi ou pas,
Et ça avait moins d'importance, mais on a vu qu'il y avait 3 générations d'artistes, de photographes qui parlaient devant la caméra avec tant de témoignages. Donc, pour nous, l'équipe, parce que moi, j'étais pas seul, j'étais avec Renate Costa, qui est ma co-réalisatrice, et Luis Arteaga, qui est le directeur de la photographie. Alors, nous 3, on a parcouru du sud au nord de l'Amérique latine en cherchant ces magnifiques artistes. Mais il y a quelque chose qui frappe dès les premières images de votre film et qui renvoie d'ailleurs à la force de l'exposition, c'est l'importance du cadre, la façon dont vous cadrez les images, dont vous regardez les personnages et dont vous alternez les séquences où on est dans le film et on s'arrête et c'est une photo et c'est un homme qui regarde directement dans l'axe de la caméra. Et quand je disais la capacité du regard, votre film montre cette extraordinaire capacité qu'ils ont eu tous à regarder, je trouve. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe exceptionnelle. On a beaucoup discuté. Et quand on s'est rendu compte qu'on devait se rencontrer avec des gens qui travaillent l'image, et notamment des photographes et des artistes qui travaillaient avec la photographie, alors on voulait donner cet aspect du portrait. On voulait voir comment est-ce qu'on pouvait arriver à faire des portraits de ces artistes magnifiques avec la vidéo. Bon, c'était ça. Mais on voulait aussi capturer les regards de ces artistes. Et pas que des artistes. La façon dont vous arrêtez l'image sur des visages dans la rue de celles et ceux qui sont ce continent est assez intéressante. C'est-à-dire qu'on en parlera aussi avec M. Gasparini tout à l'heure, mais il y a une façon d'arrêter sur les visages, de montrer que vous les regardez et qu'ils nous regardent. Oui. D'ailleurs, on a parlé un peu que ce serait dommage d'aller dans des 9 villes de l'Amérique latine, 12 villes d'Amérique latine, et ne pas enregistrer ces villes. Parce qu'il y a pas mal d'artistes que leur lieu d'annonciation sont ces villes, sont leurs villes. Ces villages avec tellement de contradictions magnifiques, monstrueuses. Donc, on voulait aussi capturer ces images contemporaines de ces villes avant d'aller voir ces artistes dans ces ateliers, ces maisons, etc. Et qu'est-ce qu'il vous reste après tous ces longs moments d'entretien que vous avez eus avec eux? Qu'est-ce qu'il vous reste de ce qu'ils ont dit? Car au fond, ces 50 ans de témoignages très forts, pour moi, ce sont des images incroyablement politiques, au meilleur sens du mot, au meilleur sens du mot. Mais si quelque chose devait égaler, j'ai été très frappé par l'unité de l'exposition. J'avais pu craindre avant de la voir qu'au fond, ça parte dans des directions différentes. Et au fur et à mesure qu'on avance à travers ces images, c'est tout l'inverse qui se produit. On a l'impression d'une homogénéité, d'une puissance, d'une densité, et donc d'un discours, en fait, organisé. Alors, que vous ont-ils dit ? Bon, d'abord, je pense qu'il y a une pluralité de voix et de regards. C'est un continent, c'est l'Amérique latine. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une fiction magnifique dans laquelle on travaille. On travaille de façon politique, sociale, artistique, poétique, etc. Donc, ce que j'ai vu, c'était ça. J'ai vu des regards et des voix extraordinaires dans tous ces artistes qui ne se ressemblent pas. Chaque regard, il y a une honnêteté, une force, une poétique qui c'est extraordinaire. Donc, je n'ai pas rencontré une photographie péruvienne ou une photographie vénézuélienne ou cubaine ou mexicaine. Et j'ai rencontré plusieurs regards qui se tournent vers leur pays, leur lieu d'annonciation, vers ces parties du continent qu'on appelle Amérique latine. Mais ce qui est très, très étonnant, je trouve, c'est que tous disent à peu près la même chose, qui est une forme de dénonciation du mensonge. Mensonge des publicités, mensonge des façades, mensonge de ici, rentrez dans le magasin, vous allez voir, vous pouvez tout acheter, vous allez bien manger. Mensonge du discours politique. Comme s'il y avait, encore une fois, cette capacité à non seulement à regarder, mais une fois qu'on a vu, de dénoncer.
Il y a une chose que j'ai notée, d'ailleurs, qui m'a beaucoup ému, que j'ai trouvé extraordinairement émouvante, parmi toutes les autres, il y a tellement de choses magnifiques, c'est le travail de Lothar Rosenfeld. Les lignes blanches, c'est rien une ligne blanche. Mais si tout à coup cette ligne blanche devient une croix à Santiago, alors c'est un discours d'une violence et d'une portée politique extraordinaire, avec la prise de risque que ça représente d'ailleurs dans le contexte. Ça, c'est, je trouve, la force du discours des uns et des autres. Oui, il y a dans l'interview que je fais avec Luis Kamnitsa, et il y a des concepts extraordinaires qui essaient de voir un peu comment est-ce les artistes, notamment les artistes conceptualistes, travaillaient dans les années 60-70. C'était d'utiliser, bon, c'est pas ces mots bien sûr, parce que on les laissera à Luis parler. Très justement, mais ce que j'ai appris, c'était que la façon d'utiliser des éléments qu'on a pris de l'Europe, des États-Unis, etc. C'est une sorte. Bon, les Brésiliens ont un concept magnifique sur ça, que c'est l'anthropophagie. L'anthropophagie. C'est une sorte d'anthropophagie culturelle dans quelques cas. Et d'autres, c'est d'utiliser ces éléments appris dans les domaines de l'art conceptuel nord-américain, européen, etc. Et d'utiliser avec de détourner, de faire autrement. Donc, que pour moi, c'est beaucoup plus intéressant et plus poétique. Donc, j'ai appris ça. Et je trouve que ça, c'est le mot intéressant, détourner. D'ailleurs, c'est votre travail. C'est aussi exactement ce que vous avez fait, vous, à partir des photos que vous avez achetées sur les marchés et que vous avez travaillé de l'autre côté. Et ça m'a conduit à penser à une chose qui rejoint au fond le cinéaste que vous êtes. On sait tous que dans un film, il y a le positif et le négatif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux images. Sauf qu'elles ne disent pas la même chose, selon qu'on les regarde d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette exposition. C'est qu'en permanence, on voit le positif et le négatif. Et c'est en ça que je trouve qu'elle a une force démonstrative extraordinaire, de dénonciation notamment, de ces 50 ans de folie totale, et majoritairement d'ailleurs de dictature, de violence, de sauvagerie, et la sauvagerie pouvant aussi d'ailleurs être une sauvagerie économique. Le travail de M. Gasparini, de ce point de vue, est édifiant, parce que il y a, je trouve, des correspondances avec... On pense à Warhol quelquefois, sauf que Warhol devient presque anecdotique par rapport à la violence de la dénonciation de cette femme qu'on retrouve dans toutes les images, où à chaque fois, dans un coin de l'image, il y a le regard de cette femme, en fait, que vous dénoncez, qui est un peu le regard du mensonge. Il y a vraiment un travail incroyable qui est fait à partir de cette volonté de dire. Et c'est ça qui m'a le plus frappé dans le travail. Juste deux mots de votre travail à vous, sur ces images que vous avez achetées sur les marchés. C'était la volonté de démontrer au fond que tout ce rituel de la politesse, de l'accueil, etc., et là encore, est une forme de mensonge. Oui, je pense que ce sont des fêtes de réception officielle, notamment du ministère des Affaires extérieures de la dictature de Stroessner. C'est une dictature très longue qui va depuis moitié des années 50 jusqu'à l'année 89, donc presque toute la guerre froide. Donc quand j'ai trouvé ces photos dans un petit marché opus à Asunción, j'ai vu immédiatement que je voulais faire un film d'horreur avec ça. Parce que moi, j'ai grandi avec tous ces films classe B, science-fiction, horreur et tout ça, avec la télévision de la dictature. Donc, c'était un après-coup. J'ai vu immédiatement ce que je voulais faire avec ça. Ça, c'est une première partie. Cette série s'appelle, que je fais des photomontages, ça s'appelle Le Retour des sorciers, El Retorno de los Brujos, qui parlait aussi de ces retours permanents que la dictature, même l'image du dictateur qui
qui avait tombé en 89, il retournait tout le temps dans ce post-dictature qu'on appelle transition à la démocratie et tout ça. Et par rapport au ces dessins que je fais après, Photo Zombie, j'étais à Valencia et je venais rencontrer Eugenio Dittborn. On faisait un peu le tour, tout ça, pour les expositions et tout ça. Et on est allé voir cette exposition, Les Retours des sorciers que j'avais, les montages, et j'avais mis sur une vitrine toutes les photos des dos, les dos des photos, comme ça on pouvait lire les annotations des photographes, etc., avec les sauts, tout ça. Et Eugenio me demande, alors, après ce photomontage, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai immédiatement vu, et sans penser, j'ai vu le dessin. Il m'a apparu comme ça. C'était comme une révélation en développant. Et c'est les procédures que j'utilise plus ou moins. C'est de redévelopper dans les dos de ces images avec les dessins. C'est comme une sorte de photographie. Mais c'en est une. Ça devient à nouveau mais c'est cette notion du positif-négatif qu'on retrouve très bien et qui est une forme de démontage de la photo elle-même. Parce que, en effet, c'est là que vous démontrez qu'il y avait une incroyable vanité dans cette espèce de protocole, de politesse, alors qu'on est dans un système totalitaire, en tout cas, coercitif. Voilà. En tout cas, l'image diplomatique, c'est toujours la façade de n'importe quel système de gouvernement, soit démocratique, impérial, dictature. C'est toujours la façade, ces banalités des formes que j'ai vues. Je ne voulais pas travailler avec la violence directe, avec l'horreur et tout ça. Je voulais montrer une autre chose. Je voulais montrer un peu comment est-ce qu'on dit, l'aspect sinistre. Oui. De ces banalités, de ces fêtes, de ces frivolités, tout ça. Bon, j'essayais de faire. Mais je crois que vous avez réussi vraiment. Une chose encore, avant d'écouter Madame Claudia Andújar, ce qui est très intéressant dans votre film aussi, c'est sa variété générationnelle. Vous êtes vous-même un jeune documentariste. Bon, je ne me considère pas cinéaste non plus. C'est ma première expérience. Bah écoutez, cinéaste, c'est Renate et Luis. Je vous incite à continuer parce que c'est un très beau film. Vraiment, c'est un très beau film. Merci. Mais il y a donc cette dimension générationnelle. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une vraie transmission qui se fait entre vous tous? Quand je dis vous tous, c'est vous tous du Mexique, du Brésil, de tous ces pays qui ont contribué à cette exposition. On a l'impression qu'il y a une espèce de lien, que quelque chose vous lie tous ensemble, mais aussi générationnellement. Oui, je peux parler de mon point de vue, de mon expérience. J'avais envie de rencontrer tous ces artistes. Il y a quelques-unes que je ne connaissais pas, mais j'avais une énorme admiration pour pas mal de ces artistes que je voulais. Alors, c'était pour moi une opportunité extraordinaire de pas seulement connaître ses travaux et tout ça, mais aussi de le rencontrer, de pouvoir parler. Pour moi, c'est un privilège. Donc, ça veut dire que oui, s'il n'y a pas une histoire de l'art latino-américain, de l'art contemporain latino-américain, on a ces réseaux, on connaît, on admire ces artistes. Et donc, oui, je connaissais et ils m'ont bien sûr influencé dans mon travail. Madame Andújar, ces réseaux dont parle Freddy Casco sont-ils d'autant plus forts que ce continent a vécu des heures terribles, notamment des dictatures abominables, d'une violence incroyable? Est-ce que tout ça a contribué à ce qu'ensemble, tous les artistes qui sont là, vous tissiez quelque chose qui nous dit maintenant ce qu'a été ce demi-siècle de continent latino-américain? Est-ce que le lien est plus fort à cause de tout ça? Bon, je peux seulement dire que j'espère qu'il y a un lien entre nous. C'est dans une exposition comme aujourd'hui ici à la Fondation que vraiment
on voit tout ça ensemble parce que, au fond, chacun voit quelque chose, non, de sa manière, une interprétation, mais probablement, au fond, il y a quelque chose qui est en commun. Et que vous découvrez maintenant. Oui. Oui. C'est magnifique, au fond. Oui. J'imagine, c'est une vraie émotion pour vous tous, au fond, de voir ce qui vous réunit. Oui, il n'y a aucun doute de ça. Non, je ne me rendais pas compte de tout ça, non. Pourtant, Dieu sait que vous vous êtes impliqué, vous, alors, dans un domaine très particulier. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ici en France, vous êtes photographe, vous vous êtes installé au Brésil il y a déjà de nombreuses années, et très vite, vous vous êtes intéressé, je disais tout à l'heure, je parlais des Yanomami, de ce peuple de l'Amazonie, qui vit dans des conditions effrayantes et qui risque aujourd'hui d'ailleurs de disparaître. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ces Yanomami et qui porte d'ailleurs l'essentiel de votre travail, hein? Bon, je pense que c'est bien la parole que vous dites, d'essayer qu'ils ne disparaissent pas. C'est ce que je crois que c'est l'essentiel de mon travail, oui. Autant de photographie comme politiquement, mon travail d'essayer de créer des conditions, ça veut dire dans mon cas d'essayer d'avoir le gouvernement brésilien qui ne connaissait même pas les Yanomami, mais enfin, c'est question d'avoir leur territoire reconnu. C'était un des premiers principes, un des premières batailles que j'ai entrepris. Et ça, c'était possible grâce à des longs séjours que j'ai faits entre les Yanomami et une approximation d'essayer de comprendre qui ils sont. Ça veut dire connaître la culture. Et ça a pris quelques années pour faire ça. Mais je disais en commençant que ce qui m'avait frappé à travers cette exposition et le travail de chacun d'entre vous, c'est vraiment la capacité à regarder ces hommes et ces femmes. Et c'est extraordinaire comme vos photos, non seulement les regardent, mais presque les dévisagent. Il y a une espèce de relation entre la photographie et nous qui regardons ces hommes et ces femmes qui est étonnante. Personne ne regardait les Yanomami quand vous avez commencé. Oui, c'est vrai, parce que quand j'ai commencé à travailler avec eux en 71, ils avaient très peu de contact avec le monde extérieur. Et ce contact, au fond, s'est fait à travers la construction d'une route. La transcontinentale. Non. Non? Perimetral Norte, ça s'appelle. Ah oui. Ça s'appelait parce que cette route, pour finir, n'a pas été construite. Elle a commencé en 74 et l'idée du gouvernement, c'était une manière d'occuper tout le nord, le territoire nord du Brésil, et pour le développer, non, économiquement et politiquement, d'être sûr que ça va continuer comme un territoire brésilien, non? Parce ils avaient beaucoup peur à ce moment-là que, par exemple, l'Amérique du Nord, les États-Unis, ils arriveraient et occuperaient toute la partie de l'Amazonie. Et alors, le Brésil va perdre un grand territoire, non?
au fond, les gens qui habitaient là, les Indiens, ça ne les intéressait pas du tout. Mais il y a eu, quand je parlais de la violence, il y a eu évidemment la violence politique des dictatures, mais il y a eu, pour eux, pour les Yanomami, la violence de la déforestation. La violence de cette route qu'on traçait de façon comme ça arbitraire, avec des dégâts incroyables sur l'environnement, mais sur ces sociétés humaines. Il y a eu la violence de la maladie. C'est une conséquence. C'est une conséquence, bien entendu. Oui, parce que ces maladies, avant l'arrivée, par exemple, des travailleurs sur la route, n'existaient pas. Il n'y avait pas, on ne connaissait pas ces maladies. On les a amenées pour eux. Et ils sont morts en centaines de personnes, non? Et c'est là que commence votre travail qui est très fort et très interpellant. Marcados. Marcados, ça veut dire quoi? Ça veut dire marqué. Être marqué, être oui. marqué. Oui. Mais j'ai lu dans le texte de présentation, et c'est très fort et en même temps très violent et très émouvant. Votre père était un marcados parce qu'il était juif et qu'on lui a mis l'étoile. Oui, donc ça. Marquer quelqu'un, c'est terrible. Oui. Et donc il y a une ambiguïté dans ce marcados que vous évoquez quand on met un numéro à chacun de ces ou à chacune de ces Yanomami qu'on a vaccinés. Oui, ça, il n'y a aucun doute. Oui. Bon, dans mon enfance, enfin, j'avais 13 ans quand mon père et toute la famille de mon père ont été marqués par les nazis, non? Et après déportés, et ils sont tous morts. De ma famille, il n'y a aucun qui a survécu. Survécu. Survécu, exactement, oui. Alors, c'est quelque chose qui est resté avec moi pour toute la vie, non? Et quand j'ai vu les Yanomami qui tombaient malades, il y a des villages entiers qui disparaissaient à cause de ces épidémies qu'on a amenées, non? C'était pour moi une chose terrible. Oui. Alors, à part la question du territoire, lutter pour la défense de leur territoire, j'étais aussi très marquée par la situation de santé. Oui. Et c'était à ce moment-là, c'était vers la fin des années 70, que on a décidé de commencer un programme de santé pour les sauver. Maintenant, c'était dans des conditions assez extraordinaires parce que, à part les invasions qu'il y a eu là et quelques missionnaires qui se sont établis là, mais au fond, peu signifiant en relation à la violence qu'ils ont subie à travers la construction de la route et aussi à travers l'or, parce que dans le territoire Yanomami, oui, il y a chercheurs d'or, oui. Oui, les chercheurs d'or, oui, qui ont causé et qui continuent encore aujourd'hui de causer des problèmes. Ah ben d'empoisonner la forêt et les hommes et les femmes. Oui, exactement. Enfin, des problèmes on n'a pas encore trouvé comment résoudre. Et alors, c'était dans ces années-là, en 78, 19, qu'on a commencé ce travail de santé. J'habite moi à São Paulo, oui, où il y a une école de médecine qui a travaillé pendant de longues années dans un autre territoire, dans une autre partie du Brésil qui s'appelle Xingu, oui. Et j'ai demandé une aide pour voir s'ils pouvaient aussi faire quelque chose chez les Yanomami. Bon. Pour finir, j'ai rencontré 2 médecins avec qui on a comme de l'école
de santé là, de São Paulo. Et on a commencé le travail de santé. Alors, pour faire ce travail, il fallait aller de village en village et essayer de créer un système où on a des fiches, oui, où on met, avec le premier examen qu'ils ont fait de chaque personne, on a reconstruit l'histoire des maladies de chaque personne. Et comme chez les Yanomami, ils n'ont pas de nom comme nous avons, par exemple, moi je m'appelle Claudia, non? Enfin, ça n'existe pas. Alors on peut m'identifier toute ma documentation et avec mon nom. Ça n'existe pas dans la société Yanomami. Alors on a utilisé au fond un système qui a été déjà développé dans le Xingu. Ça veut dire mettre des numéros sur les gens. Et pendant l'examen de santé et une première vaccination, moi, j'ai photographié chaque Indien, oui, qu'on a consulté, avec qui on a travaillé. Et on a comme ça construit une identité liée spécialement pour la question de leur survie. Oui, mais ce qui est très intéressant, et d'ailleurs vous rejoignez un peu la réflexion de Freddy Casco tout à l'heure à propos de la photographie qu'on retourne et qu'on va détourer par en dessous pour lui faire dire autre chose. Photographier les Yanomami avec un numéro, en effet, ça a une fonction qui peut peut-être leur sauver la vie. Mais cet étiquetage, ce marcados, d'un certain point de vue, vous le dénoncez aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects dans votre démarche, y compris celui qui consiste à dire « attention, danger ». Bon, écoutez, quand j'ai travaillé à ce moment-là, j'ai vraiment jamais pensé à utiliser ces photos pour autre chose que pour ces cartes d'identité. Du reste, il y a un mostrage, non, de ces cartes d'identité ici. Et alors, vous pouvez voir, non, que ces toutes petites photos, c'était vraiment pensé pour ça, pour essayer de construire le programme de santé et avec ça, de les sauver. Ça veut dire le contraire de ce qui est arrivé dans mon enfance, qui m'a très marqué, non? Les marcados, non? C'est le contraire pas de les tuer, de les mettre dans des camps de concentration, mais essayer de les sauver. Maintenant, beaucoup plus tard, au fond, c'était dans l'année 2000-2001 que j'ai commencé à revoir tout ce travail et j'ai pensé de commencer à construire une dénonce, si vous voulez, voilà, de toute une situation. Et c'est au fond pour ça que aujourd'hui, un certain nombre de ces photos sont ici pour dénoncer une situation. Mais c'est ça que je trouve, moi, passionnant dans cette exposition. C'est ces liens, ces points communs que vous avez les uns et les autres. Alors, vous, Monsieur Kamnitzer, même chose. Regardez et dénoncez. Alors vous utilisez d'autres moyens, d'autres outils. Vous utilisez par exemple les journaux, les magazines. Mais là, on a une séquence politique d'une violence incroyable. Es que suena un poco como que ese es mi foco principal, y no lo es. El foco principal en realidad es formular un problema y tratar de solucionarlo. En ese caso particular, el problema era rendir homenaje a los caídos en la lucha
contra la represión y contra el imperialismo. En última instancia, digamos, el contenido político en mi obra no está en el contenido narrativo, sino que está en el acto de hacer arte como un lugar geográfico de la ética. Y eso puede aparentemente ser una solución formalista en algunos casos, una solución filosófica en otros, o una solución política en el caso particular que está aquí. Pero no me gusta limitar la definición de mi obra a un tema, que es lo que parecería que tu pregunta está planteando. Mais en même temps, je comprends bien ce que vous dites. Mais ce qui est assez frappant et très intéressant dans votre travail, c'est comme pour le cinéma. Au cinéma, vous avez le montage, qui est un propos, qui est un point de vue, qui est un regard porté sur un événement, une situation. D'un certain point de vue, vous faites la même chose en assemblant des photos qui, prises individuellement, ne disent pas grand-chose, mais qui, montées dans votre assemblage, dans votre séquence, ont un propos politique incroyable. Nixon, franchement, Nixon, debout sur la voiture avec les bras comme ça, si ce n'est pas une photo politique, qu'est-ce que c'est? Oui, oui. Es una obra del mismo. He tenido el malestar de sentir que usted considera a América Latina como un todo, en primer lugar. Es como si nosotros hiciéramos una exposición que se llamara Europa. Usted se puede imaginar lo que sería una exposición que se llamara Europa. Bueno, yo no sé si usted entiende. C'est pas le cas. Entonces usted está intentando, con cada una de las preguntas que ha hecho, que se conteste o se responde lo que usted quisiera que nosotros contestáramos. Alors, Non, non, attendez un moment. Attendez, mais où êtes-vous dans cette question? O sea, ¿dónde está usted como francés, por ejemplo, como francés que vivió en una ciudad o sus padres ocupada por los alemanes? ¿No es cierto? Usted habla de la represión todo el tiempo y de la denuncia todo el tiempo y de hacernos hablar, comillas, políticamente. Pero nosotros quisiéramos saber, digamos, cómo usted, como francés, está incluido en este asunto de la represión, que ya parece ser, después de todo lo que usted ha dicho, una suerte de lugar común. Y yo le aseguro que hay una gran cantidad de artistas latinoamericanos que han sentido en este momento el mismo malestar que yo. Alors, bon, non, si vous pouvez attendre aussi une seconde que je vous réponde à ce point qui est très important, si vous permettez. En deux mots. Si monsieur a ce sentiment-là, alors c'est qu'en effet, je me suis mal exprimé. Je ne crois pas du tout que vous soyez tous les mêmes, ce qui n'aurait aucun sens. En revanche, et peut-être que je me trompe, quand je vois votre exposition, ce qui m'apparaît, c'est que chacun, avec son expérience, avec sa différence, avec sa culture, avec sa sensibilité, finit par dire quelque chose qui a un sens commun et qui raconte ce qu'a été, de mon point de vue. Encore une fois, je ne prétends pas vous l'imposer. Je vous dis ce que moi j'ai éprouvé en voyant vos images. C'est pas plus que ça. Mais ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a une cohérence, il y a une densité, il y a un propos. Je ne méconnais pas vos différences. Et je les trouve au contraire extrêmement intéressantes et riches. Donc si vous avez pu croire que je pensais que c'était comme pour l'Europe, il y aurait beaucoup à dire sur l'Europe au passage. Il y aurait beaucoup à dire. Mais ce n'est pas du tout ça que je crois. Vraiment. Et si je me suis exprimé dans ce sens, alors excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Global. ¿No es cierto? Oui, bien sûr. Es absolutamente global. Bien sûr. O sea, el capitalismo en su etapa superior atraviesa absolutamente todo el planeta. ¿No es cierto? Oui, absolument. Entonces hay una suerte de romanticismo en lo que usted plantea de que nosotros no tendríamos iPhone, por ejemplo, o no tendríamos McDonald's.
Entonces el problema es ver, ¿no es cierto?, los problemas políticos actualmente y no idealizarnos como si nosotros estuviéramos fuera del globo y fuera de Estados Unidos, perdón, y fuera de la guerra de Irak y fuera de los problemas que hay en Medio Oriente. Sauf que personne ne dit ça. Et que pardon, mais à mon tour de vous dire que probablement vous n'avez pas bien compris ce que je voulais poser comme question. Ce que je crois, et j'aimerais qu'on revienne au travail notamment de M. Kamnitzer, quand je disais qu'au fond, c'est le travail qu'il fait sur des images différentes, qui n'ont pas de lien apparent entre elles et qui pourtant, lorsqu'elles sont mises ensemble, disent quelque chose. Ça, c'est un travail qui, pour moi, a un sens, en effet, politique, au meilleur sens du mot politique, c'est-à-dire essayer de comprendre comment fonctionne la cité. Et c'est un peu ça le sentiment que me donne votre travail. Oui, on est dans un système, en effet, mondialisé, et je ne me fais pas d'illusions sur le fait que vous avez peut-être un iPhone dans votre poche, mais ce n'est pas la question. C'est pas la question. C'est, encore une fois, la méthode que vous utilisez pour regarder et dire les choses différemment qui est intéressante. En tout cas, pour le travail que j'ai vu et que vous nous présentez ici. A mí lo que me interesa es usar la mínima inversión de energía, en parte por pereza, en parte por economía, y lograr el máximo de efecto con esa mínima inversión. Se traduce en una solución elegante en términos de diseño. Estoy de acuerdo y no de acuerdo con Eugenio. No estoy de acuerdo con Eugenio en el sentido que McDonald's, si bien globaliza la explotación consumista, es percibida distinto, en manera distinta en América Latina de lo que es percibida en Estados Unidos. En Estados Unidos un lugar común aceptado y hasta cierto punto adorado. A mi mujer, que es norteamericana, le encanta comer hamburguesas McDonald's, mientras que yo voy al baño y vomito. Entonces hay una diferencia de ideología de consumo entre dos que después de 34 años no la hemos resuelto. Entonces hay íconos que, aunque sean globales, son distintos en la manera en que son percibidas. Y yo no creo que haya un arte global o un arte internacional. Creo que hay dialectos, que hay criollización del idioma y que en última instancia siempre hay el peligro que una muestra como esta, a la que admiro mucho, demanda fundamentalmente una mirada arqueológica para aquellos que están más lejanos del evento, y menos arqueológica y más directa y más de comunicación en el ambiente en el que surge. En ese sentido, bueno, Latinoamérica es una obra conceptual para mí, que nunca se realizó completamente, pero al mismo tiempo Latinoamérica también es una isla, no geográficamente total, porque el borde superior es un muro, pero el resto es todo agua. Y en ese sentido hay una insularidad que potencialmente va unificando gracias a idioma, gracias a religión, gracias a comunidad de represión y de opresión y de imperialismo. Entonces no es sorprendente de que haya una cierta unidad estética, se vaya desarrollando una, aun si no hubo comunicación horizontal entre los artistas. Y para mí es muy interesante ver esta muestra en ese sentido, porque a pesar de que conozco un gran porcentaje de los artistas, muchos no los conozco y veo que somos todos una familia en última instancia. Puisque nous parlons de McDo, nous avons McDo ici aussi en Europe. Même chose, probablement aussi mauvais que le vôtre, ou aussi bon pour ceux qui aiment. Simplement, la grande différence, je suis très très intéressé par la photographie. Je regarde beaucoup d'expositions photographiques, partout, quand je peux. Je ne trouve pas ailleurs aussi fort que dans cette exposition, ici, maintenant, la dénonciation de ce que ça veut dire. La dénonciation de ce que ça veut dire. Et notamment cet enjeu de dénoncer le mensonge.
à travers la pub, à travers les images. Et encore une fois, là, notamment le travail de M. Gasparini, dont on parlera tout à l'heure, pour moi est extraordinaire, cette espèce de regard en coin qui revient plusieurs fois et qui renvoie à cette espèce de volonté de dire, d'être à côté du réel. Là, je suis navré, mais j'insiste, à travers toute exposition et à travers le travail de chacun d'entre vous, il y a cet enjeu de démonter ce mécanisme-là. Sí, pero el acento no está en la fotografía, está en la denuncia del desmontaje. Y a mí en realidad no me interesa la fotografía como artesanía. La uso cuando me conviene, la uso cuando es inevitable para lo que quiero hacer. Y es inevitable a veces en base a un prejuicio antiguo, digamos, que lo que he fotografiado es verdad, como lo que está impreso es verdad. Es un poco un resabio del siglo XIX, mediados del siglo XX, que hoy en realidad ya no funciona. Hoy la fotografía es un campo de ficción, gracias a Photoshop, y en general lo que uno ve en fotografía es justamente una especulación, una ficción y no un documento. Y todavía no nos hemos ajustado a ese cambio cultural. Pero mientras funciona, fue útil. Entonces, si yo presento algo en foto o presentaba algo en foto en el siglo pasado, podía confiar que en el proceso de comunicación el recipiente lo entendía como que es verdad, como que es un documento que es cierto, que registra, que congela un momento del tiempo y que lo mantiene allí como algo objetivo. Y entonces, a mí no me alcanza esa transmisión directa, sino que me interesa que ese dato informativo que viene a través de la fotografía, cuando la uso o a través de lo que haga, desencadena otras cosas. Y para eso uso todo lo que hago como un elemento, como una palanca que utiliza la energía del contexto para multiplicarse. Y estamos otra vez en la inversión mínima con el resultado máximo. Es decir, la foto sola no hace mucho. La foto hace algo como cualquier otra cosa en la medida que tiene resonancias y capitaliza sobre el contexto cultural, el conocimiento del recipiente, los entendidos tácitos que me unen a mí como miembro de la misma sociedad del que lo recibe. C'est un travail qui est en opposition absolue avec ce qui existe évidemment chez vous, comme chez nous, qui est le non-travail notamment des chaînes d'information en continu, c'est-à-dire l'enchaînement permanent d'informations qui ne sont pas traitées, mais qui sont superposées, accumulées, qui finissent par faire une trame qui ne porte plus de sens et qui ne dit plus grand-chose. Y vous êtes exactement à l'opposé de ce mécanisme-là. Sí, en realidad yo estaba esperando que terminaran de hacer sus exposiciones para comentar, pero hay un punto de partida que igual como el compañero Dietmar ha señalado, que siento que es un marco errado para seguir conversando. Se ha dicho, usted ha dicho, y lo voy a decir literalmente, 50 años de locura, violencia, salvajismo. Y en realidad ha reiterado la palabra dictadura porque finalmente tiene que ver con lo que acaba de comentar sobre la denuncia de la publicidad o de la mentira. Y en realidad yo soy peruano y no hemos tenido una dictadura que corresponda al marco a partir del cual se está desarrollando, desenvolviendo aquí la conversación. En Perú lo que hemos tenido es Sendero Luminoso. Hemos tenido una propuesta de izquierda exactamente utilizando todo el salvajismo que es posible para imponer una idea que luego obtuvo una respuesta del Estado peruano, pero no fue en dictadura, fue en democracia. Entonces, si hablamos de justamente qué es lo que nos ha sentido incómodo hasta ahorita, que es un poco, si estamos en la idea de abandonar el estereotipo, el cliché de Latinoamérica, igual realismo mágico, abandonemos también el estereotipo historia del arte contemporáneo de la América Latina, solamente dictaduras y el salvajismo, la locura, la muerte. Es cierto, y ya voy a terminar, hay una denuncia de la mentira y la publicidad, pero creo que se asocia mucho a que el malo es el gobierno y el Estado. Aquí también ha habido
en mi caso particular del Perú, un contexto en el cual el malo ha sido el Estado, pero también un movimiento subversivo alzado en armas que dio lugar a la represión del Estado y que es lo que hace particular mi país en el contexto de Latinoamérica. Por eso yo puedo callarme la boca, escuchar, pero voy a sentir que si hay aquí público francés que no conoce América Latina, estamos en un punto de partida equivocado. Estamos esquematizando demasiado. Eso es lo que quería decir. Moi, je comprends la réaction. Simplement, encore une fois, quand on regarde ce qui est présenté ici, malheureusement, Stroessner est une réalité. Le Chili est une réalité. Les dictatures dans de nombreux pays d'Amérique latine sont une réalité qui a occupé un espace temporel très important et qui, malheureusement, a entraîné des situations dramatiques pour un nombre très important d'hommes et de femmes. Donc, peut-être qu'au Pérou, vous avez moins vécu ce genre de situation violente, mais je pense qu'il est impossible, y compris en regardant le travail présenté ici, de passer à côté de ça. Et j'en reviens à votre travail, M. Kamnitzer, quand vous faites un assemblage de photos de cet homme qui, au Cambodge, tient dans chacune de ses mains une tête coupée, quand on voit des images du Vietnam, quand on voit des images de ce qui s'est passé aussi en Amérique latine, ce que vous nous dites de cette séquence politique et historique est d'une violence terrible. Peut-être que ça vous dérange, mais c'est une réalité, ça. Et ce que je trouve magnifique, et encore une fois, j'insiste là-dessus, dans cette exposition, c'est la convergence de vos regards, tous différents, chacun avec son histoire, chacun avec sa culture, mais c'est cette convergence vers la dénonciation de la violence politique, la violence économique, un certain nombre de choses dont vous avez démonté les mécanismes. Ça, je suis navré, mais j'insiste. Peut-être que je fais fausse route, mais je maintiens le point de vue que j'ai sur ce que vous m'avez montré. Voilà. Encore une fois, puisqu'il y a le risque, comme disait monsieur, et il est intéressant, il y a le risque de faire fausse route. Après tout, peut-être qu'en effet, je fais totalement fausse route. Il m'est arrivé souvent de me tromper, peut-être que je suis en train de me tromper par rapport à tout ce que vous dites ensemble. En términos de América Latina, en fin, hubo un plan Cóndor que conspiró para reprimir prácticamente todo el Cono Sur y otros países. Hubieron países que no hacía falta el plan Cóndor. Belaúnde Terry en Perú entregó el petróleo sin ningún empacho a los Estados Unidos, perdiendo hojas de un contrato, y luego la violencia fue mutua. En fin, es otro caso, pero yo no lo veo tan fuera de la familia, digamos, como no lo veo en otros países, pero eso en realidad no importa. Lo que importa más, creo, es cuál es nuestra función como artistas. Right. Y en nuestras sociedades los artistas son individuos. Recién ahora empieza a haber una formación de colectivos de artistas que no se promueven como individuos, sino que van promoviendo causas. Solo puedo decir, a mí el arte en realidad no me interesa mucho. Es un accidente que soy artista. A mí me interesa la ética, me interesa la política como un estudio de las estrategias para ubicar esa ética, y me interesa el arte en mi caso personal y por problemas de biografía como el instrumento con el cual implemento las estrategias de la política. O sea, para mí está en un tercer plano de poca importancia. Lo que me importa es ser un buen ciudadano dentro de la sociedad que yo imagino y tratar que todo el mundo sea buenos ciudadanos dentro de esa sociedad, obviamente utópica, que nunca se va a realizar, pero trato para no suicidarme. Entonces, en ese sentido creo que un poco es el núcleo que tenemos todos y más o menos tratamos de, con mayor o menor claridad, de trabajar en esa dirección. Y hay condiciones que nos unen y hay condiciones que nos separan. O sea, yo me siento muy enajenado de artistas formalistas, por ejemplo,
que producen objetos para el mercado y me siento muy cercano a artistas que tratan de cambiar la cultura, de generar un proceso progresista en la cultura y de empoderar al resto de la sociedad. Alors, Paolo Gasparini, oui, pardon, monsieur, je vous en prie. No, en ese sentido, trato, no lo logro, pero trato que mis obras sean inevitables en el proceso de comunicación. Una vez que hago la obra, que parezca que esa obra siempre tuvo que existir para comunicar lo que quiero comunicar. Y por otro, trato de como artista ser dispensable. Y en cierto modo, en la medida que tengo que seguir haciendo arte, también estoy confesando mi fracaso en mi misión. O sea, el día que yo no sea necesario como artista es el día que tendré éxito. Michel Cassé, peut-être avant de donner la parole à Paolo Gasparini, est sur le risque que j'assume absolument de la fausse route. Pour tout ce que tu entends depuis le début, est-ce que ce risque existe? Certes, mais en réalité, bon, j'avais quelques propositions à vous présenter, mais je les trouve tellement naïves que j'ai décidé de me taire. Quel est le meilleur moyen d'éviter la fausse route? Paolo Gasparini, à moi de vous poser la question, au fond. Vous nous écoutez depuis tout à l'heure. Vous êtes un extraordinaire observateur des conditions de vie dans les grandes métropoles d'Amérique latine. Vous avez été au Mexique, vous avez été au Brésil, vous travaillez aux États-Unis. Mais sur tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure, fausse route ou pas fausse route, au fond? Aidez-moi à corriger mon tir si je me suis trompé. No, yo no creo que estamos equivocados, sino que es simplemente un encuentro de varias maneras de interpretar el continente donde vivimos, sus tragedias y la manera como ha sido presentado, interpretado por los artistas, por los fotógrafos, llamámoslo como sea. Fundamentalmente yo creo que se trata de un problema de cómo enfocar el trabajo que uno está haciendo, que siempre es el producto de la ideología del fotógrafo. O sea, lo que él piensa de alguna manera viene reproducido en la obra, en la imagen, en la fotografía, utilizando las mías o las de otros, que es el caso de Kamincher, y estoy muy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dijo. No todo. No todo. Parce que là, par exemple, j'ai quelques-unes des photographies que vous présentez ici sous les yeux. J'en reviens au fond à ce qui me semble être un point important de cette exposition, c'est la volonté de démonter les choses, et notamment à travers ces images qui sont celles de la publicité, où on voit un appel vers un monde presque imaginaire, et en dessous les hommes et les femmes de la rue, qui pour beaucoup d'entre eux sont d'une forme de précarité terrible. Et le contraste entre ces deux éléments est d'une grande force, mais aussi d'une grande violence. Bueno, ese trabajo que usted me está hablando es el resultado de la historia de mi vida. Yo empecé como fotógrafo de arquitectura durante muchos años. Llegué de Italia a Venezuela cuando tenía 20 años y viví en Cuba 4 años. Regresando de Cuba a América Latina, UNESCO me contrató para un trabajo de arquitectura que iba desde México hasta Argentina. Se trataba de fotografía de arquitectura más que en su contexto, en lo que tenía que ver fundamentalmente con el trabajo de varios arquitectos o estudios de arquitectura. Entonces eran fotografías de edificios, bancos, escuelas,
muchas casas, quintas grandes, etc. Alguna pequeña cosa tenía que ver con el urbanismo. Fotografiando esos aspectos, con una cámara bueno profesional que tenía que hacer bueno, todas las cosas lo más clara posible, lo más comprensible posible, me di cuenta que toda la vida alrededor, bueno, ya me había dado cuenta antes, bueno, por supuesto, de esos bancos que estaba fotografiando de los edificios, había un gran, que una cosa tenía muy poco que ver bueno, con la otra. O sea, la realidad social que rodea todo ese ambiente urbano estaba prácticamente siempre en contradicción con lo que estaba haciendo. Lo mismo pasa con las cosas que ahí mismo estaba viendo de las publicidades, de las cosas, que en contradicción con lo que están abajo de la publicidad. Hay realmente dos mundos, el de arriba y el de abajo. Il y a quelque chose aussi qui... Sí, puedo. Bueno, quería decirles con respecto a esta discusión, que es la muestra Latinoamérica 1960-2013, y aquí estamos 30 fotógrafos vivos, estamos acá, presentes, y nuestra obra no solamente habla del pasado, de lo que pasó, sino que habla fundamentalmente del presente, y nuestra lectura del presente es la que nos interesa, porque cada persona del público, curadores, afines, etcétera, que se dirija a ver esta exposición, va a tener una reacción frente al presente. El presente latinoamericano o el presente europeo. En este sentido, nosotros que venimos de América Latina, de una experiencia traumática, rescato lo que dijo acá Eugenio en el sentido de que Europa también tiene su traumatismo, y si venimos aquí no es para ser complacientes y admirar la grandeza de Europa en este momento en el que justamente América Latina tiene algunas cosas para decir con respecto al fascismo, con respecto al racismo, con respecto al rechazo al diferente, y creo que en cierta medida nuestro trabajo conceptual aquí presente elabora una serie de ideas que tienen que ver con nuestra problemática, pero también con la problemática de Europa hoy en día, con temas que son comunes, como el rechazo al diferente, como el del racismo, como el de la violencia y las manifestaciones políticas que hemos tenido, que aquí Paolo ha fotografiado con los bancos. Es decir, eso sigue pasando, por supuesto, en América Latina, pero también en la banlieue de París, donde empezaron todos los quilombos que después ahora se produjeron en Río de Janeiro o en Estambul. El presente está presente en esta exposición. ¿Y cuáles son los problemas que presenta? La relación entre la palabra y la imagen, entre el texto y el pensamiento, la posibilidad de actuar o no desde el arte para modificar la sociedad e interpelarla, si existe o no algo latinoamericano, que venimos esto discutiendo desde el primer foro de fotografía latinoamericana organizado en México en 1978 y que seguimos discutiendo en el último foro de San Pablo hace 3 semanas. ¿Existe o no existe? Lo que nos interesa, más allá de que si es latinoamericano, es que lo que está diciendo no es solo para Latinoamérica. El auge del fascismo hoy en día no es en América Latina, es en Europa. Oui, Paolo Gasparini. Pardon, décidément la voix commence a fatiguer. No, es una pequeña cosa más a lo que decía Marcelo. O sea, el fascismo no es que está aquí y allá, no. Yo creo que está en todas partes, ¿no? Y digamos que posiblemente la función, la necesidad, como decías, o la inevitabilidad de hacer algo sobre lo que estamos viviendo, que es asunto del artista, se reflejará tanto allá como aquí en función de lo que él piensa y cómo piensa. Y para mí tendría que ser siempre desde un punto de vista ético y teniendo al hombre como el argumento indispensable, presente siempre. Paolo Gasparini, c'est encore une fois le photographe que vous êtes qui intervient à peu près partout par rapport à ce qui vient de nous être dit, qui interroge aussi l'Europe, la violence en Europe, le fascisme en Europe,
l'économie délirante en Europe. Ces questions se posent à nous aussi. Mais la force de cette exposition, et j'y reviens parce que ça m'a beaucoup frappé, c'est sa capacité à regarder et à poser les questions là où elles se posent. Je ne suis pas sûr qu'en Europe aujourd'hui, un tel travail photographique, cinématographique, artistique en général, engage le faire aussi loin, à y regarder aussi loin. C'est en ça que le travail de tous les photographes et artistes qui sont présents dans cette exposition m'apparaît, et j'espère nous apparaît, comme étant particulièrement fort, et comme étant un regard posé sur des questions que peut-être nous, ici en Europe, nous regardons moins que vous ne l'avez fait pendant ces 50 dernières années. C'est en ça que cette exposition est interpellante, en tout cas pour moi. Je ne sais pas ce qu'en pense le photographe que vous êtes en comparaison avec ce que vous avez pu voir ici ou là. Seguramente porque durante esos 50 años América Latina vivió un drama realmente profundo, ¿no? Y obviamente tocó toda la conciencia de los artistas que de alguna manera querían expresarse, ¿no? Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? Non, est-ce que avez-vous le sentiment, puisqu'encore une fois vous voyagez beaucoup et vous avez vu beaucoup de travail photographique, qu'il y a une équivalence à ce qu'on peut voir ici, dans la dénonciation, dans la description. Je ne connais pas en Europe de travail qui puisse être comparable à ce qu'on voit dans cette exposition. C'est ça que je veux dire. Bueno, yo creo que la exposición está realmente bien armada como para comprender ese proceso y refleja, yo creo, en forma bien presentada, bien organizada, la obra de todos esos fotógrafos durante todos esos años sumamente difíciles. Y todas las contradicciones. La última contradicción que estamos viviendo es que vemos toda esa tragedia aupada en un lugar que es la representación de la riqueza más grande, que es la Fundación Cartier, lo que representa pero es una de las contradicciones más que estamos y que al mismo tiempo nos da la oportunidad de ver nuestro trabajo en ese lugar. La seule chose qui m'ennuie, et presque en préambule à une conclusion, avant peut-être vos commentaires ou vos réflexions, il nous restera une vingtaine de minutes pour ça. La seule chose qui m'ennuie, c'est que je ne voudrais pas que vous puissiez imaginer les uns et les autres que nous avons des a priori sur ce que vous êtes en tant que latino-américain. Toutes les questions que j'ai engagées en votre direction pendant ces 2 heures-là sont le produit de l'émotion et de l'impression que j'ai eue en regardant votre travail. Alors peut-être que je me trompe, et en même temps, vous êtes des artistes, et votre travail est un discours que je reçois comme tous ceux qui vont regarder cette exposition. Et je serais très embêté si vous puissiez vous dire les uns et les autres que le regard porté sur votre travail est un regard porté avec un a priori. Si c'est ça que vous pensez, ce serait vraiment dommage. Ça n'est pas du tout le cas. Je n'ai aucun a priori, et je pense que ceux qui regarderont cette exposition n'en auront pas, et que même il est presque impossible d'en avoir un, tellement ce travail est présent, tellement il est descriptif, tellement il est dans une réalité dont peut-être nous, monsieur, en Europe, nous nous sommes un peu éloignés. Et s'il y a une différence entre vous et nous, c'est dans la capacité que vous auriez, vous, à regarder le réel qui vous entoure, et dans l'incapacité que nous aurions, nous, en Europe, à avoir cette même exigence du regard. Nous sommes dans un temps aujourd'hui qui est celui du déni, qui est celui de la non prise en compte de la réalité.
Et c'est pour ça que voir une exposition comme la vôtre, pour quelqu'un comme moi, est un moment aussi fort, parce que vous me renvoyez dans le réel, alors que nous sommes dans une société ici, en Europe, qui s'éloigne du réel. C'est ça que je voulais dire à travers mes questions. Alors, posso falar? Oui, je vous en prie, oui. Também até já esqueci. Vou falar em português e ele vai traduzir, né? D'accord. Meu nome é Anabela Geiger, eu sou uma artista brasileira. E todas essas questões que nós conversamos, eu não vou abordá-las, sou um artista, mas eu queria dizer algumas coisas sobre exatamente essa leitura que se faz da América Latina. E que, quando se faz uma leitura da América Latina, e é claro que numa exposição dessas, ela não é porque eu vou elogiar só, ela é muito boa, perfeita para o tempo, mas quem é essa América Latina? Compreendeu? Não que eu, como brasileira, ache que a América Latina está para o lado do Pacífico e o Brasil está virado para o Atlântico. Isso já vários historiadores escreveram sobre isso. Então, essas questões que se levantam aqui, a Europa para cá, a América Latina para lá, os Estados Unidos para lá, eu não entendo. Eu não sou boba, mas eu não entendo, não sei o que é isso. Né? Porque o artista, exatamente, além do que ele fala, artista que trabalha com contradições e tudo, estamos aqui conversando entre artistas que lidam, ou lidaram, ainda estão vivos, lidam com questões que são da arte e são políticas. Muitos dos artistas da América Latina e Brasil desenvolveram esse trabalho, principalmente nos anos 70. De l'art et politique, peut-être. Arte politique, ça va. On dit que tout l'art... Eu vou estar falando português. Se diz... É uma Babel que ficou na minha cabeça. Mas é arte política. Bom, eu trabalho até agora, tenho trabalhado. O meu trabalho, eu não vou classificá-lo agora, mas esse trabalho que eu estou representando na exposição América Latina, 1960-2013, mostra trabalhos meus dos anos 70. E que não há dúvida que esses trabalhos, apesar de diferentes, claro, como artista indivíduo, de outros trabalhos, mesmo de artistas brasileiros na época, lidam com a questão da ditadura, que nós tivemos por 20 anos, 21 anos, o que é um bocado. Né? Mais, alors, et je dis que la réalité au Brasil, nos anos 60, 64 até 81, a ditadura fez com que os artistas que tivessem essa consciência de protestar através da obra, do objeto de arte, a situação do Brasil, seja metaforicamente, seja realisticamente, seja simbolicamente, ela tem relações muito grandes e concomitantes com de vários artistas do Uruguai, como da Argentina, os que eu conhecia mais, né? Uruguai e Argentina. Não há dúvida que, se for pegar entre umas ditaduras que duraram
e outras ditaduras que duraram, há tempos que são completamente de ditadura. Chile, né? Então, Je voudrais juste peut-être il nous reste. Je vais finir. Oui, je vous en prie. Mais je dois parler. Mas, ce que nous parlons aujourd'hui sur la question de l'Amérique latine é que nossa preocupação como artista com a Europa, com os Estados Unidos, como sendo do Brasil, mas, para além disso, a minha, então eu acho que de alguns artistas, a nossa preocupação com a situação do Oriente Médio é nossa preocupação também, muito grande. O que o Irã é, o que era o Iraque, essas coisas que acontecem, elas são parte também da minha preocupação e da minha maneira de pensar o momento no mundo, como artista. Eu só queria colocar isso. Je trouve que, outre l'intérêt et la qualité de cette exposition, je serais tenté, après cette heure et demie d'échange, de parler de la nécessité de cette exposition. C'est très intéressant de voir à quel point, plusieurs fois, la question de la fausse piste a été évoquée. Et c'est intéressant de voir, au fond, comment le regard que nous portons sur eux et le regard qu'ils portent sur nous peut se retrouver dans un échange autour de cette exposition-là. Pour bien montrer qu'en réalité, il n'y a pas de fausse piste, il n'y a qu'une seule envie, c'est celle de comprendre. Il y a un vrai besoin, c'est celui de regarder. Et je trouve que le projet, la fonction même de cette exposition répond parfaitement à cette heure et demie d'entretien et aux questions particulières que ça a posées. En tout cas, il va être l'heure maintenant. Là, depuis, je suis pas loin d'être en panne définitive. Je crois que je vais avoir du mal à poursuivre dans les minutes qui viennent. Mais en tout cas, vous dire merci et vraiment vous dire bravo. Et encore une fois, vous rassurer sur l'idée, mais absolument, je ne voudrais pas que vous puissiez partir avec une telle idée. Aucun a priori, aucun, que de la reconnaissance, de l'admiration et du respect pour le travail que vous avez fait. Voilà. Merci à vous tous.